à tous, bienvenue dans ce numéro de Version croisée. Les choses évoluent lentement depuis la mort de Cherubin Okende, une semaine bientôt déjà. Les enquêtes tant attendues ne sont toujours pas arrivées et même les services secrets qui devraient y collaborer n'ont pas encore fait de communiqué jusque-là. Entre-temps, la famille a déposé plainte et le gouvernement ne fait que dire des discours. Comment donc décrisper cet espace politique congolaise qui est de plus en plus délétère? On en parle dans ce numéro avec deux invités. Faustin Tshimanga à ma gauche. Bonjour et merci d'être là, Faustin. Merci beaucoup pour votre invitation. Toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup, Faustin. En face de vous, c'est un nouveau maintenant là dans Version croisée. J'espère qu'on aura souvent l'habitude de vous avoir aussi. Ben Bryant Mbouyi, analyste politique. Merci d'être là aussi, vous également. Merci beaucoup, M. Gaëtan, de votre invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors, je commence par vous, Faustin Tshimanga, toujours en cravate rouge. Donc, ça vaut même plus la peine de rappeler que vous êtes un des communicateurs du LGD de Matata Ponyo qui, jusqu'à présent, se trouve à Kindu. On aimerait bien savoir est-ce qu'il va finir par rentrer à Kinshasa, peut-être pour présenter ses condoléances à la famille de Cherubin Okende. Mais vous savez, Matata Ponyo est en vacances parlementaires. Il est sénateur, oui. Le Sénat est en vacances. Oui. Il a pris ses vacances dans sa ville de Kindu. Oui. Il est en République démocratique du Congo, chez lui. Donc il pourra revenir. Il faut dire aussi qu'il a fui, qu'il a refusé de se présenter à l'invitation de la Cour constitutionnelle. La population congolaise a refusé de le mettre en danger. Matata Ponyo était en danger avec cette invitation-là, ces mandats-là. Et l'assassinat de Cherubin Okende nous a donné raison de penser que quand on vous invite, il faut vous sécuriser. Vous comprenez que Matata Ponyo n'a pas refusé. C'est la population congolaise qui a vu qu'il y avait un danger derrière ces mandats illégaux qui a été émis, les mandats qui rabaissent la nation. Les peuples de Kindu ont vu... Ça sont le propos de votre avocat Raphaël Nyabirungu. Les propos que beaucoup de Congolais partagent. Ouais. Ils ont constaté que c'est un mandat qui rabaisse la nation. Et comme la population congolaise a estimé que son candidat, son champion était en danger, ils ont arrêté les véhicules qui voulaient sortir de sa résidence pour aller à l'aéroport. Matata était prêt à venir à Kinshasa. La population de Kindu, la population congolaise a refusé parce qu'ils ont vu les dangers. Parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de lui, on peut toujours mettre la main sur lui n'importe où, même à Kindu aussi. Non, mais vous savez, il n'est pas toujours à l'abri. Si c'est ça l'objectif, ouais. Il faudrait qu'on puisse nous expliquer pour quelles raisons ils vont s'apprendre à Matata. Nous savons déjà que les prochains mandats ou les prochaines actions judiciaires vont encore une fois nous montrer qu'il y a l'acharnement politique vers un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Et la Cour constitutionnelle aujourd'hui ne rassure pas. Pourtant, elle devrait rassurer à 5 mois des élections. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a carrément choisi d'être le levier du laboratoire noir de l'Union du Sacré qui veut écarter Matata Ponyo de l'élection. Le peuple congolais est vigilant. Il veut que son champion puisse gagner les élections parce que nous savons, le seul rempart aujourd'hui pour la sécurité, pour les climats apaisés dans la République démocratique du Congo, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Vous l'aurez constaté que c'est inédit dans l'histoire politique de la RDC, retrouver un ancien ministre qui vient à peine de sortir du gouvernement assassiné. Et il n'y a toujours pas des enquêtes, il n'y a toujours pas un rapport même préliminaire pour nous dire dans quelles circonstances il a été assassiné. C'est quand même un ancien ministre de la République. Vous comprenez qu'on est dans un état, qu'on nous avait dit hier, sous effet de l'hypnose de l'Union du Sacré, qu'on était dans un état de droit. L'état de droit où on retrouve les anciens ministres assassinés, allez-y comprendre. C'est un état de non-droit, carrément. Et ça, nous savons qu'il y a l'objectif derrière la machination politique, l'instrumentalisation de la justice pour écarter Matata Ponyo des élections. Le peuple congolais va s'opposer. Il va arrêter Matata Ponyo à chaque fois qu'il va marcher, ou à chaque fois qu'il va venir à Kinshasa ou aller en Mbuji-Mayi, à chaque fois qu'il verra que Matata est en danger, le peuple va sécuriser Matata pour lui dire ne pars pas parce que nous savons que vous voulez aller en Mbuji-Mayi, mais on vous refuse le droit de citer parce que c'est votre pays, vous allez y aller, le peuple va sécuriser. Le dernier rempart pour Matata Ponyo, c'est bien donc cette population-là. C'est la population congolaise, c'est la seule population congolaise qui a la possibilité de donner la légitimité. C'est celle qui donne la légitimité, j'allais dire, à toutes les institutions. Donc,
comme la population congolaise, c'est celle qui donne la légitimité à l'institution président de la République, il va protéger celui qui est considéré aujourd'hui comme étant le candidat sérieux à l'élection présidentielle. Il va les sécuriser pour qu'en décembre 2023, que nous puissions voir la vérité qui va sortir des urnes, pas le mensonge de 2018. Merci beaucoup Faustin Tshimanga. Ben Bryant Mbouyi, analyste politique, mais également depuis un certain temps, vous militez pour votre municipalité, vous portez la voix de la commune de Lemba et vous êtes tout le temps sur le terrain. Où en êtes-vous avec ces descentes maintenant là ? Merci Gaëtan de poser cette question. Elle est importante parce que vous l'avez compris, j'ai dit toujours que ma commune a été délaissée par ses élus, délaissée par les dirigeants de la ville. Et donc, il est important de prendre à bras le corps les questions de cette commune. Et donc, je continue avec les descentes. Les descentes, nous les faisons pratiquement chaque semaine, chaque week-end pratiquement. Mais il faut dire que chaque jour, je suis en contact. C'est pour quel but là ? Les buts, c'est d'entendre, c'est d'écouter d'abord les habitants des Lemba, comme on dit. Il faut les écouter, il faut savoir le problème qu'ils rencontrent au quotidien. Nous avons le problème d'insécurité, d'électricité, l'énergie en général. Il y a beaucoup de problèmes que le Congolais de Lemba vivent au quotidien. Et donc, ce problème... Les mêmes problèmes que connaissent aussi un peu partout. Les citoyens d'autres communes aussi. Un peu partout, bien évidemment. Mais sauf que là, il y a une certaine particularité, spécificité. C'est le fait que nous n'avons pas grandi, nous, les Lembaltèques, nous n'avons pas grandi dans ces conditions-là. C'est un phénomène nouveau. Ce sont des phénomènes que nous rencontrons peut-être pour la première fois. Et donc, il faut comprendre, il faut connaître le maman maraîchère de ce coin, les étudiants de ce coin, quels sont le véritable problème et comment on peut y apporter une solution en intégrant les institutions. Parce que je ne veux peut-être pas en parler. Vous savez que j'ai un objectif, c'est celui d'intégrer les institutions au niveau provincial. Justement pour porter la voix de votre municipalité. Pour porter justement la voix de cette commune. Et donc, je dois connaître, je dois comprendre. Enfin, je connais parce que je suis des Lemba, mais je dois entendre, je dois savoir ce qu'ils pensent véritablement et ensemble nous mettre d'accord ou sinon étudier pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une réponse ou porter un lobby au niveau des décideurs finalement. Justement, soit aux législatives, je ne sais pas si vous irez... c'est plutôt à la députation provinciale. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Je serai candidat à la députation Ben provinciale. Bryant, vous reconnaissez tout de même quand même que le climat politique actuel est crispé depuis la mort on dirait même l'assassinat de Chérubin Okende. Vous avez sorti, c'est pas un article, mais vous avez tweeté plusieurs fois et fait des posts dans lesquels j'ai pu lire entre les lignes, vous essayez de dédouaner le pouvoir en place. Pourquoi Non, je ne pense pas que j'ai essayé de dédouaner le pouvoir en place. Vous avez lu mes tweets, vous aurez vu que j'étais moi outré, choqué, un peu comme la plupart d'entre nous. Chérubin Okende, c'était une figure importante dans ce pays, c'était un député national, c'était surtout un ministre honoraire, mais par-dessus tout, c'est un être humain. Vous savez ce qu'on dit, la vie humaine est sacrée. Et donc, perdre quelqu'un dans ces conditions-là, disons que c'est inhumain, mais c'est insupportable surtout. Mais alors, ce que je voulais, moi, dire, c'est que nous devons éviter la cacophonie dans laquelle nous sommes en train de nous plonger la tête en avant. Mais qui arrange justement cette cacophonie? C'est pas le gouvernement qui devrait normalement mettre en confiance tout le monde en faisant en sorte que les enquêtes débutent rapidement, en montrant du doigt peut-être quelques premières personnes suspectes. Mais toutes ces choses doivent être prises en compte. Il faut savoir qu'il y a mort d'homme. Dans ce cas, dans cette situation, il y a mort d'homme. Il faut être très très prudent. Mon co-débatteur en face était en train de généraliser le cas. Vous voyez que nous sommes allés dans une sorte de théâtralisation d'un crime, au fait. On est maintenant en train d'utiliser ça comme bouclier pour dire que voilà, Matata Ponyo ne se présentera pas parce qu'à la Cour constitutionnelle, on enlève les gens au-dessus. Vous voyez, il y a une sorte de caricaturalisation de l'affaire autour du drame. C'est un drame et on devrait le prendre au sérieux parce qu'il ne faut pas oublier que derrière Chérubin Okende, il y a toute une famille, il y a une veuve, il y a des enfants qui sont restés. Le fait est que, avant même l'assassinat, avant le meurtre de Chérubin Okende, avant ce crime odieux, il y avait déjà ce climat délétère dans la capitale. Le climat politique était déjà crispé bien avant cela. Avec l'enlèvement de Salomon Escadela, l'enlèvement pour relaxation de oui, mais aussi les discours. Les discours du chef de l'État. Voilà. Non, moi j'allais plutôt dire les discours incendiaires de l'autre côté, c'est-à-dire que les amis en face ne sont pas tout à fait dans la dynamique au fait de faciliter les choses. Vous entendez tout le temps des gens dire... Les discours où on dit par exemple que voilà, nous n'irons pas aux élections avec cette CENI-là, nous n'irons pas aux élections avec la tête de Kadima, nous n'irons pas aux élections avec ce fichier électoral, alors qu'en vrai, le calendrier électoral, il a été publié il y a maintenant 2 années et que nous sommes en train de cheminer vers le processus électoral. Mais nous constatons surtout que c'est un discours que nous avons longtemps entendu. Vous vous rappellerez qu'en 2006, c'était un peu la même chose avec l'UDPS qui s'est même absenté des élections, qui a utilisé la politique de la chaise vide. Elle n'a pas payé. Et donc cela devrait être l'exemple pour les autres qui pensent qu'ils ne devront pas participer aux élections. Il faut les interpeller.
Oui, justement, il faut que l'on comprenne que, en fait, la politique de la chaise vide, elle ne paye pas. Mais surtout, il faut que l'on comprenne que les élections, c'est d'abord une question de Congolais. On ne peut pas se mettre à dire, voilà, telle personne ne me plaît pas, ainsi de suite. Par exemple, quand vous voyez les gens faire tout un chantage autour de l'audit du fichier électoral, qui n'est pas légal, l'audit, ce n'est pas une contrainte de la loi. L'audit, c'est simplement... contrainte légale, oui. Non, ce n'est pas une contrainte légale, c'est plutôt une mesure, disons ça comme ça, pour mettre tout le monde en confiance. Oui. L'audit a été fait. Il y a eu un appel, au fait, pour... Les personnes qui devraient auditer, ces personnes sont fait par des personnalités. Pourtant, l'opposition demande à ce que ce soit fait par une organisation internationale, comme c'était le cas avec Joseph Kabila. Mais vous savez, indépendante, vous savez que moi j'étais dans le rue pour réclamer aussi cet audit du fichier électoral en 2011 et même en 2018 récemment. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'arrivent toujours pas parce que, voyez-vous, il y a de fonds qu'il faut décaisser. C'est de l'argent qu'il faut décaisser et l'argent, nous n'en avons toujours pas. Et donc, nous sommes en train de courir aussi derrière le temps. Lorsque vous regardez le chrono qui nous est imparti, nous devons tenir ces élections dans le délai parce que sinon, certains vous diront ici qu'il faut une transition sans Tshisekedi, ce qui n'est pas du tout légal. Donc, il faut que nous restons dans le délai, il faut que nous respectons les délais légaux. De cette manière, nous irons aux élections. Et donc, les discours qui sont portés des part et d'autre ne facilitent pas justement les choses. Et moi, l'appel, ce que vous avez peut-être lu, c'est cet appel que je vais rééditer ici, ce que je vais reprendre ici, c'est de dire que la justice devait faire son travail. Et je salue la disponibilité, la disposition et la volonté déclarée, la volonté qui a été émise par le gouvernement, celle de dire qu'ils veulent des enquêtes, au fait, neutres, si vous voulez. Ils veulent même faire appel, le gouvernement veut aussi faire appel, au fait, à des enquêteurs internationaux. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà qui nous prouve, ou qui me parle à moi. Ça me parle, ça veut simplement dire que autant le gouvernement, qui représente l'État, bien évidemment, autant la famille politique de Chérubin Okende, celle de Ensemble pour le changement, les deux partis veulent au fait des enquêtes indépendantes. Et pour ça, il faut donc attendre que le service habilité fasse leur travail et il faut éviter d'aller dans toutes sortes de théâtralisations, toutes sortes de caricaturalisations et toutes sortes, je ne sais pas moi, de dérapages qui peut y avoir dans les discours parce que rendez-vous bien compte que c'est arrivé à Chérubin Okende aujourd'hui, on ne sait pas encore qui est commanditaire et qui est à la base de tout ceci. Et donc, ça traîne encore. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut appeler le gouvernement. 6 jours après, ça traîne, il faut mettre tout le monde en confiance. Et c'est pour ça maintenant qu'il faut appeler le gouvernement, à la célérité. Je demande donc au gouvernement d'accélérer parce qu'il faut que les enquêtes véritablement puissent commencer pour éclairer et pour mettre tout le monde en confiance, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Alors, et les autres ont aussi la responsabilité. Il manque peut-être Matata Ponyo ici à Kinshasa. On a vu Moïse Katumbi démarcher seul. Il est allé à la famille de Chérubin Okende. Par la suite, il s'est rendu dans pas mal des représentations diplomatiques ici en RDC. Il a vu les Nations Unies, il a vu les Américains, il a vu les Britanniques, il a même vu les Canadiens et les Français. Ça fait voilà, beaucoup de gens. Je suis sûr qu'il va même poursuivre après ça. Matata Ponyo n'est pas là, mais on reproche à Moïse Katumbi le fait de vouloir lui-même être à la base de cette ingérence, de consacrer cette ingérence étrangère dans les affaires congolaises, cette ingérence qu'on condamne toujours. Vous savez, là, il ne faudrait pas déplacer le curseur. On est tous d'accord que le gouvernement n'a pas fait confiance ou n'a pas permis aux Congolais de lui faire confiance sur beaucoup de plans. Si vous vous rappelez du dernier discours du chef de l'État, du président de la République, il a eu à s'entretenir avec sa porte-parole dans une interview qui est considérée comme du théâtre, parce qu'on a parlé du théâtre tout à l'heure. Vous allez comprendre que le chef de l'État ne fait pas confiance à la justice. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si lui déjà ne fait pas confiance à la justice, il nous dit que la justice telle qu'elle est actuellement organisée, sous son mandat, sous son quinquennat, rabaisse la nation. Donc la faute, ce n'est pas vous, c'est le président lui-même qui dit qu'il ne fait pas confiance en la justice. Quoi de plus normal que vous aussi demandiez à ce que les autres viennent intervenir. Mais vous savez que le chef de l'État est censé être celui qui est mieux informé sur les affaires de l'État. Ouais. Et si lui nous dit qu'il ne fait pas confiance à la justice, c'est-à-dire que les Congolais vont emboîter les pas, ne vont pas faire confiance à la justice. Et quelques jours après, il n'a pas dit exactement ce que vous dites. Il dit que cette justice n'est pas ce qu'elle est. Il aurait voulu qu'elle soit, en fait. Mais ça veut dire que sous son quinquennat, il n'a pas réussi à relever la justice, il n'a pas réussi son état dit des droits. Vous comprenez? Il faut lire entre les lignes. C'est vrai qu'il y a un discours politique fait pour tenter de se dédouaner. Aujourd'hui, si on doit demander des comptes, à l'époque, on se rappelle tous, quand il y avait une souris qui tombait par terre, c'était le problème du président honoraire, Kabila. Oui. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas responsable du taux des dollars, n'est pas responsable de la situation chaotique de la sécurité, il n'est pas responsable, il n'est responsable de rien. Le Ponce Pilate, c'est lui.
Mais vous comprenez qu'il faudrait ne pas être dans la distraction comme l'Union dite sacrée veut tenter de nous amener à chaque fois, à chaque sujet. Tout de suite après que nous ayons appris que Cherubin Okende a été assassiné dans sa voiture, on a vu comment les communicants de l'Union dite sacrée sont montés à l'offensive avec leur communication qui avait tendance à vouloir incriminer son parti politique. Et les journalistes qui ont communiqué sur l'enlèvement, là je puis dire pour confirmer, c'est notamment M. Pinda qui est sorti dans les médias dire que les journalistes sont louches, il faut essayer d'y voir un peu plus clair avec eux. Vous comprenez là qu'ils continuent dans leur manœuvre de bouc émissarisation. Vous comprenez qu'on ne sait même plus comment qualifier l'Union dite sacrée aujourd'hui. Les peuples entendent les élections. C'est comme ça qu'ils veulent voter les personnes qui incarnent réellement les valeurs pouvant permettre à ce que les pays puissent se relever et que le climat politique puisse être décrispé. Il y a avant 2018, avant les élections de 2018, vous allez vous rappeler, on est carrément dans la même configuration. On voulait la décrispation. Aujourd'hui, on se retrouve, Franck Diongo est arrêté sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait être possible de la part du parti politique qui a fait 37 ans à l'opposition, qui a décrié ce qu'on voit, et ils ont même appris et ils appliquent pire qu'à l'époque. Vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on puisse mener des discours pour dire les opposants ne sont pas prêts pour les élections. Les opposants sont prêts pour aller aux élections. Les opposants veulent décrisper la situation. Les opposants ont proposé plusieurs solutions pour pouvoir aller aux élections d'une manière assez... avec des élections crédibles. Oui. On a demandé l'audit du fichier électoral. L'audit qu'on nous vend, qu'on a fait, a été fait en 5 jours. Pendant que l'audit interne de la CENI a été fait en 20 jours. Et dans les 5 jours, notre parti politique, le SGD, était invité à ces assises-là pour aller voir comment le fichier va être audité. Et vous imaginez que ce qu'on nous a présenté comme étant des experts en audit ne nous ont même pas donné des termes de référence de l'audit. Et ceux qui savent... Le contrat. Ben voilà, on ne nous a même pas présenté. On se retrouve, le représentant du LGD se retrouve face aux auditeurs qui sont censés savoir et connaître leur travail. Ils nous disent, bon, en fait, on n'a pas de termes de référence. Vous pouvez nous communiquer vos mails, on va vous envoyer. Et on n'a jamais reçu, les partis politiques n'ont jamais reçu les termes de référence de cet audit-là. Et au finish, on nous dit que l'audit a été fait. Vous comprenez que c'est tout ça qui est comme élément qui nous permet parce que nous puissions être en confiance et face au gouvernement et par rapport à ce que la CENI nous présente. Est-ce que les discours que tiennent présentement les membres du gouvernement, il y a le ministre de la Communication il est revenu longuement et à plusieurs reprises sur ce sujet. Il y a Nicolas Kazadi récemment qui a dit « À qui profite le crime ? Mouzé Laurent Désiré Kabila avait été tué par ses compagnons. » Est-ce que ces discours tendent à décrisper un peu cette situation politique déjà tendue? Vous comprenez qu'on a tendance à penser que quand vous gouvernez, vous êtes à la fois gouvernant et opposant. Ça, c'est un discours que peut-être un opposant pourrait tenir. Que devrait être la position ou les positions des membres du gouvernement? Les membres du gouvernement devraient se comporter en dirigeant. Oui. Et aujourd'hui, on voit ils sont en train de fuir les responsabilités qui sont censées être redevables à la population. Et 5 jours aujourd'hui depuis l'assassinat de Cherubin Okende, même pas une communication sérieuse de ceux qui sont censés contrôler ou suivre l'assassinat. Parce qu'on ne peut même pas parler des enquêtes, parce qu'on est sûr que ça ne s'est fait même pas. Parce que tout de suite, on est passé au jet de la francophonie, on a dit il ne faut pas qu'il y ait des incidents pendant la francophonie. Pendant qu'il y a 5 jours, il y a eu un éminent acteur politique qui a été assassiné. On veut tout ça, on veut tout faire pour distraire la population. Donc les enquêtes, si je comprends bien, les enquêtes sur ce drame, sur cet assassinat, peuvent faire les frais des Jeux Olympiques, plutôt des Jeux de la francophonie qui arrivent. Mais vous savez qu'il y a une stratégie. Depuis le début du quinquennat du président Félix, c'est donner à chaque fois à la population les effets hypnotiques pour pouvoir distraire. Depuis que nous avons commencé, est-ce que vous pouvez comptabiliser combien d'activités en grande envergure nous avons eu dans ces pays qui ont tendance à distraire la population? Plusieurs autorisations pour le stade de Martyrs de concert. On nous a refusé le stade de Martyrs parce qu'au départ, l'opposition congolaise voulait organiser une grande activité. On nous a fait croire que c'était pendant une période de réhabilitation. Vous comprenez que tout ça est
pour museler l'opposition, acculer l'opposition et justifier ça par l'organisation des Jeux de la francophonie qui sont organisés dans des conditions chaotiques et les entraîneurs des équipes visiteurs sont en train déjà de se plaindre des conditions d'hébergement. Tout ça parce qu'on veut faire croire à la population qu'ils ont fait quelque chose pendant que l'Union dite sacrée n'a pas produit des résultats. Aujourd'hui, le seul bilan qu'ils veulent présenter, c'est avoir acculé Matata Ponyo, c'est avoir acculé Matata Ponyo sur tous les plans, refusé à Matata. C'est ça leur bilan en réalité. Ils n'ont pas d'autre bilan à présenter. Brian, c'est ce qui dérange un tout petit peu. Au lieu d'avoir des enquêtes, au lieu que l'on établisse des responsabilités après ce drame, on a des changements à la tête de la police nationale congolaise à Kinshasa et dans d'autres provinces également. Au lieu que des têtes tombent, soit à la Cour constitutionnelle, soit encore dans les renseignements. Qu'est-ce qu'on a? On a le gouverneur de la ville qui dit, voilà, opération zéro incident lors des Jeux de la francophonie. C'est un peu ça, c'est qui dérange un peu la population, c'est qui crispe davantage la situation politique. Mais après, vous avez raison de dire ça, mais après, il faut contextualiser. Il faut quand même dire que le Jeu de la francophonie, c'est un contrat de longue date. C'est-à-dire que la mort... Mais parallèlement, on peut avoir d'autres choses aussi qui fait que... Bien sûr. Le drame du décès de Cherubin Okende est arrivé justement, qui nous est tombé comme un cheveu dans la soupe. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, le Jeu de la francophonie, c'était prévu. Et donc, il faut véritablement que les visiteurs qui arrivent nous trouvent dans un certain climat de sérénité. Maintenant, est-ce que les ordonnances du chef de l'État aussi, qui chamboulent, au fait, qui remplacent les autorités de la police, elles aussi, elles sont antérieures au crime ou au décès de Cherubin Okende? Donc, il faut dire qu'il y a certaines choses qui sont antérieures, qu'il ne faudrait pas mélanger. Non. En fait, maintenant, il y a l'insécurité. Comme je l'ai dit, vous avez peut-être lu cette publication où je dis que la mort de Cherubin Okende nous rappelle aussi que l'insécurité n'épargne personne. Parce que comme je le dis, moi je ne veux pas aller dans des supputations, je ne veux pas aller dans de... Voilà. Moi je pense que ça peut venir de n'importe où et donc il faut attendre que la justice fasse son travail. Donc ça peut être un crime perpétré, je ne sais pas, par un simple bandit de grand chemin, peut-être. Donc l'insécurité généralisée... Donc, alors si c'était le cas, on devrait avoir des membres du gouvernement qui cherchent à ce que la vérité éclate. Mais quand un membre du gouvernement dit qu'à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila était assassiné aussi par ses compagnons, c'est pour jeter le flou, c'est pas dans ce sens-là. Je peux comprendre ça, mais le ministre Nicolas Kazadi, quand il dit ça, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui se sont permis d'attaquer l'État ou d'attaquer le gouvernement. Il y a des gens qui se sont permis de dire que Tshisekedi... Oui, il y a des gens qui se sont permis de dire que Tshisekedi est les commanditaires de ce meurtre. Alors qu'on peut bien se poser la question, est-ce que le régime Tshisekedi a des antécédents meurtriers? Est-ce que le régime Tshisekedi a déjà dans le passé tué quelqu'un? Des antécédents d'enlèvement, oui. Oui, d'enlèvement. Ce que vous appelez enlèvement, est-ce que c'est interpellation? Parce que par exemple, si vous dites que Mike Mukeba a été enlevé, moi je vous dirais que non, je vous dirais qu'il a été interpellé. D'accord? Si vous me dites que Salomon Escadela a été enlevé, moi je me dis que non. Parce que l'enlèvement, interpellations musclées alors. Mais bien évidemment, les interpellations musclées, ça peut exister. Même si moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça peut exister des interpellations musclées. Est-ce qu'on peut exonérer le pouvoir ou Tshisekedi personnellement de ce crime? Si oui, comment? Dans quelle mesure? Alors, on peut l'exonérer pourquoi? D'abord, on peut exonérer la personne de Tshisekedi, parce que, comme je le dis, cette personne ou même son régime n'a pas d'antécédent meurtrier, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu dans le passé tuer quelqu'un, on ne l'a pas vu dans le passé, voilà, en plus de cette chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent de ce point de vue-là. Mais deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a pas... Cherubin Okende particulièrement n'est pas une personne véhémente, ce n'est pas une personne agressive envers Tshisekedi. On en connaît de personnes agressives contre Tshisekedi dans ce pays. Salomon, les témoins aujourd'hui, on accuse qu'il est en collision avec les Rwandais. Oui, mais peut-être qu'il était impliqué dans autre chose ou qu'il est impliqué dans autre chose. Là, de ce côté encore, il y a des enquêtes qui continuent. On a vu qu'on a interpellé pratiquement de la même façon. On a interpellé M. Franck Diongo, il a été relaxé. Donc ne vous inquiétez pas, s'il n'y a rien, il sera relaxé. Moi, je ne trouve pas pourquoi on va en faire une patate chaude. Après, on peut exonérer aussi la personne Tshisekedi, parce que Cherubin Okende n'avait rien de très violent envers Tshisekedi, parce que Tshisekedi, c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans un environnement, qui connaît un peu les brimades et tout ça. Mais maintenant, on peut ne pas l'exonérer parce qu'il est président de la République et chef de l'État. Oui. Alors, là, c'est pour ça que je faisais la différence entre la personne de Tshisekedi et la fonction du président de la République. En tant que chef de l'État, il est garant de la sécurité de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. Lorsque j'ai appris de la mort de ces drames, le premier tweet que je fais, je disais que ceci était une opprobre. Je disais que c'était une tache d'huile.
Parce qu'en plus de cela, Tshisekedi était en train de réussir au fait le pari de finir son quinquennat sans avoir du sang sur la main de manière directe. Quand je dis de manière directe, ça veut dire que sans compter ce qui se passe à l'est du pays... Qui a eu les sangs de manière directe? Non, mais après on peut parler de Mobutu, de la pendaison sur la place qui abrite le stade de Martyrs aujourd'hui. Et après ça peut continuer, mais moi je peux vous épargner le reste. Mais après ce que je voulais dire, c'est que Tshisekedi était en train de réussir au fait ce pari-là. Et donc ce drame arrive comme une tache d'huile. Une tache d'huile contre sa personne, mais une tache d'huile aussi contre son quinquennat, donc son régime. Et donc, de ce point de vue, en tant que chef de l'État, en tant que garant de la sécurité de tout le Congolais, il ne pourra pas être exonéré de ça. Mais est-ce que ceci veut dire que c'est un crime d'État? Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que c'est un crime d'État, je vais citer l'honorable Loubaya, parce que c'est un député, il faut le citer. Il s'est quand même mal comporté de mon point de vue. Il est allé dans des accusations pratiquement frontales, directes, avant même que les enquêtes n'aient commencé, comme vous le dites. Et donc, je considère que ce comportement-là devrait être évité. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'antécédent. Moi, je vous trouve un antécédent verbal. C'est ce qu'il a dit à Mbujimaï. Quoi que l'on en dise, violation des droits de l'homme, violation de la Constitution, je m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui manigancent des choses contre la sécurité de l'État. N'est-ce pas là? Ça peut mettre la puce à l'oreille à quelqu'un à ces propos-là aussi. Ouais, mais sauf que lorsque vous enlevez le texte de son contexte, vous avez tout biaisé. Vous en faites un prétexte. Ils ont été préparés apparemment. Non, au fait, le président Tshisekedi, ce discours-là, vous le suivez en intégralité. Moi, je le suivi en intégralité. Il était en train de dire au fait qu'il y a deux gens au fait qui sont engagés sur une tendance dangereuse de diviser le Congolais, de séparer le Congolais et d'attenter à la sécurité de notre pays. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que M. Cherubin Okende a attenté à la sécurité de ce pays? Moi, ça me choquerait beaucoup. Je connais un peu la personne. Justement, donc, on ne peut pas utiliser... Voilà, et donc on ne peut pas utiliser cette phrase du président Tshisekedi qui est sortie de son contexte. On ne peut pas l'utiliser comme alibi ou, je sais pas, on ne peut pas l'utiliser pour justifier ce qui s'est passé. En réalité, on pouvait bien l'arrêter. S'il était impliqué dans quelque chose, on pouvait l'arrêter comme on le fait avec M. Salomon Kalonda, comme on l'a fait avec Jean-François Justement, ce sont des propos qui sont tombés à quelque temps après l'arrestation ou l'interpellation de Salomon Kalonda. Comme je vous dis, c'est une coïncidence. Tshisekedi serait prophète, peut-être qu'il n'aurait pas tenu ce propos-là. Vu maintenant la tournure que les gens veulent donner, donc moi je pense qu'il a dit qu'il s'attaquerait, au fait, sans remords, ça ne voudrait pas dire attenter physiquement. Et donc vous voyez que vous aurez du mal à trouver un antécédent du régime ou de la personne Tshisekedi en train d'attenter à la vie, au fait des autres. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il serait très prudent de la part de tout le monde et surtout il serait très bienvenu que nous soyons calmes, que nous attendions les enquêtes, même si, comme mon co-débatteur essaie de le dire, qu'on ne fait pas confiance à notre justice. C'est vrai, mais Tshisekedi ne l'a pas dit comme ça. Vous avez eu raison de rectifier un peu. Tshisekedi disait justement que la justice n'a pas atteint le niveau que lui voulait donner à cette justice. Justement parce que c'est des années, au fait. Les juges, le magistrat, toutes ces personnes, elles ont étudié, elles ont été formées. C'est des années comme ça. Ils sont accommodés à un certain système et il faut changer tout ça. Et nous tous, en tant que Congolais, nous devons être investis pour changer tout cela. Mais le bon côté dans tout ça, ce que Tshisekedi et son gouvernement ont été le premier à dire qu'ils font appel à des enquêteurs internationaux. Et donc, ça peut peut-être mettre en confiance tout le monde, y compris moi qui est très peiné par la mort de Cherubin Okende. Ça peut nous mettre en confiance de penser qu'à côté de notre justice, il y aura aussi des enquêteurs internationaux. Peut-être l'opposition demandera à la place des enquêteurs individus, des enquêteurs institutions indépendantes, comme c'est le cas avec l'audit du fichier électoral. Faustin Tshimanga, Ben Bryant dit que Tshisekedi n'a pas du sang sur les mains, en tout cas de manière directe, donc il ne faut pas aller dans la précipitation pour lui imputer ce drame. Il faudra attendre les résultats des enquêtes qui vont venir. Moi, je risque de dire qu'on attendra longtemps pour voir les résultats de ces enquêtes. On en attendra très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires qui ont été clos, comme les dossiers de Matata Pogno, qu'on a remis en sellette parce qu'on veut à tout va mettre la justice, considérer la justice comme étant un levier du pouvoir. Vous comprenez? Il ne faudrait pas faire semblant de ne pas comprendre les choses telles que ça se passe sur l'échiquier politique. On est dans une réelle politique. Nous savons comment l'Union dite sacrée se comporte. Comment vous justifiez que l'ordonnance présidentielle a nommé quelqu'un sur un poste, mais quand on le notifie, on le retrouve à Kabé-Kamonga? Vous comprenez qu'il ne faudrait pas faire semblant que nous ne voyons pas comment la République est gérée. La République est gérée de la plus mauvaise des manières. Et je pense que le président Tshisekedi devrait avoir le courage de dire aux Congolais, j'ai échoué sur l'axe principal de mon projet de société, la justice.
il y a il n'avait jamais dit que c'était l'axe principal. Non, mais je vous dis, quand vous faites 37 ans... On n'a pas connu son programme dès le début. Ah ben déjà qu'on n'a pas connu son programme dès le début. Il a été présenté à l'hôtel Béatrice. Non, mais en fait, la pauvreté, il s'agit de quoi exactement? Aujourd'hui, on n'arrive même plus à suivre parce que vous me dites que ce n'est pas l'axe principal. Mais 37 ans de lutte, c'était pour établir l'état de droit ou l'état dit de droit. Vous comprenez? Quinquennat passé, donc sur les 37 ans, on n'a pas appris comment appliquer l'état de droit pour permettre à ce que dans les 5 ans, on puisse avoir les résultats intéressants. Si déjà, sur cet axe-là, il nous dit qu'il a échoué, parce que c'est comme ça qu'il voulait que les Congolais le comprennent, il a échoué sur l'état de droit. Et s'il a échoué sur l'état de droit, 37 ans de lutte pour mettre en place l'état de droit, il a échoué sur ces points-là, l'axe principal de son quinquennat et de la lutte de l'UDPS. Ça veut dire qu'il a échoué son quinquennat. Donc, il ne faudrait pas faire de mathématiques pour voir qu'il va échouer aux élections en 2023. Vous comprenez que tout le monde qui communique pour l'Union dite sacrée, ils peuvent faire les efforts pour pouvoir convaincre la population. Ils ne pourront pas convaincre la population avec un taux de dollar à 27 000. Vous comprenez? Ils ne pourront pas convaincre la population avec les trous même devant les bureaux du gouverneur. Ils ne pourront pas convaincre la population avec l'insécurité à l'est et dans nos rues de Kinshasa. Chose qui ne s'est jamais fait. Je ne sais pas si dans l'histoire politique de la RDC, on a déjà assassiné un ancien ministre. C'est dangereux. Et quoi de plus normal qu'un ancien Premier ministre puisse prendre beaucoup plus de précautions parce qu'on sait qu'on l'invite à un lieu où... Alors, je vous pose la question que j'ai posée à Ben Bryant d'une autre manière. Pourquoi on imputerait à Tshisekedi cette charge, ce drame, justement, alors? Mais vous savez... Si lui a défendu qu'on pourrait l'exonérer, vous, pourquoi alors on devrait le charger? Vous savez, depuis très longtemps, depuis le début de ce quinquennat, si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ce n'est pas Tshisekedi, c'est quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, on disait, tous les mots de la RDC, c'est Kabila. Aujourd'hui, comment on ne demanderait pas de comptes au président de la République? Il nous a promis l'Allemagne d'Afrique, on en est où? On demande des comptes pour ça aussi. Parce que la parole publique doit être prise au sérieux. Si vous êtes un homme et un acteur public, vous promettez, il faut arriver à réaliser. Il ne faudrait pas faire 5 livres de promesses sans réaliser des promesses. Vous comprenez qu'on doit demander du compte au président de la République. Il nous a promis une RDC en sécurité. On n'est pas en sécurité. Kinshasa est devenu invivable. Au bout de 18 heures, tout le monde fuit la ville parce qu'on ne sait jamais, on risquerait de retrouver un ancien ministre assassiné. C'est comme ça que les Congolais ont vu qu'il y a danger. Le gouvernement est dans l'incapacité de pouvoir sécuriser les Congolais. Les Congolais se sont dit, on a besoin d'un candidat sérieux à l'élection. On a besoin de Matata Ponyo. Les Congolais ont décidé de les sécuriser. Bah ça c'est vous qui dites, les Congolais l'ont dit. En tout cas, ça n'engage que vous, les Congolais, les diront peut-être lors des élections. Là, mais effectivement, en fait, il faudrait commencer par laisser tous les candidats concourir. Si le pouvoir actuel ou les quinquennats étaient réussis, on n'allait pas voir tous les théâtres que le pouvoir est en train de faire pour trouver un bilan. Et je vous dis que le seul bilan qu'ils vont pouvoir présenter aux Congolais, c'est le fait d'avoir fait l'acharnement politique contre Augustin Matata Ponyo. Bon, c'est le seul bilan. Parce qu'ils ont réussi dans ces domaines-là. Ils ont réussi l'acharnement politique. C'est seul ces bilans-là qu'ils peuvent donner. Ils ont réussi à faire en sorte que les Sénats puissent être instrumentalisés pour enlever les immunités dans la plus grande escroquerie judiciaire. Ils ont réussi à faire en sorte que, malgré que le dossier Boukangalonzo ait été clos, que les procureurs de la Cour constitutionnelle puissent encore réveiller les dossiers dans les tiroirs où devaient être normalement. Ils ont réussi. C'est le seul bilan qu'ils peuvent présenter aux Congolais. Parce qu'ils ont réussi à museler l'opposition. Ils ont réussi à instrumentaliser la justice. Ils ont réussi à détruire la justice. Ils ont réussi à rabaisser la justice. C'est comme ça que le président de la République aujourd'hui déjà anticipe. Ouais. Il anticipe en disant non. Je n'ai pas, mon plus grand regret, c'est la justice. Je n'ai pas réussi à pouvoir appliquer mon programme judiciaire et ma politique n'a pas réussi. C'est ça qu'il veut nous dire en réalité. Et les Congolais vont lui dire, ok, nous t'avons compris, on ne te donne plus un deuxième mandat. Parce que nous ne voyons pas comment vous allez réussir à pouvoir gérer la République pendant que vous n'avez pas pu produire des résultats au premier quinquennat. C'est comme ça qu'on va choisir quelqu'un qui a un leadership et une gouvernance de qualité pour pouvoir gérer le pays. C'est le seul rempart aujourd'hui pour la République. Alors, le professeur Nyamirongo, l'avocat de Matata Ponyo, a montré noir sur blanc, avec des textes juridiques à l'appui, que c'est
en tout cas infondé de pouvoir vouloir juger Matata Ponyo, que Matata soit jugé par la Cour constitutionnelle qui avait précédemment pris une décision montrant que Matata n'était pas, que la Cour n'était pas compétente à pouvoir le juger. Ben, finalement, s'il faut le juger, on le jugera où? C'est la question que les Congolais simples se posent. Mais est-ce que la volonté, c'est de pouvoir faire un jugement politique à Matata? Matata a été devant les juges. Matata a été devant son juge naturel, la Cour de cassation. S'est déclarée incompétente. On a renvoyé le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle, incompétence de la Cour constitutionnelle. Dans le dossier, Boukanga Lonzo. C'est acté, l'arrêt RP 001 dit de choses claires qu'il ne peut pas être poursuivi pour les faits où il n'est plus justifiable devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez là que la Cour constitutionnelle, c'est des juges naturels des premiers ministres en fonction. Matata Ponyo, et le président de la République. Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. C'est comme si, face au chaos, on veut que Matata Ponyo vienne encore sauver. Il va les sauver quand il va gagner les élections en 2023. Croyez-moi, la République est en danger. Si on veut instrumentaliser la justice, parce qu'il s'agit là d'un procès politique, si on était sérieux, très sérieux dans l'application des textes de loi, Matata Ponyo ne devrait plus, j'allais dire, se retrouver face à cette machination de la justice. Vous comprenez là que Matata Ponyo ne fait pas face à la justice, il fait face à l'instrumentalisation de la justice. Si on devrait interroger nos lois de la République, Matata Ponyo ne devrait plus se retrouver dans ces dossiers de Boukanga Lonzo. Alors, merci. Faustin Chimanga, Bryant, je vais vous lire un tweet de Marwan Ahmed, Bin Ahmed de Jeune Afrique. Il a tweeté hier, il a dit plus de quelques jours après l'assassinat de Cherubin Okende, député et ancien ministre congolais, toujours aucune information sur les circonstances de sa mort. C'est même le brouillard de plus total, inquiétant dans un contexte politique tel que la RDC se trouve, tel que la RDC connaît justement. Ça veut dire même les médias internationaux cherchent à voir clair dans cette affaire et c'est le pouvoir, peut-être je ne sais pas qui essaie de casser les choses. Une autre raison de pouvoir montrer, dire que c'est le pouvoir qui manigance des choses derrière. Non, Gaëtan, je ferai à Marwan le reproche que je fais à Christophe Rigaud de Afrique Arabia, je crois. Eux, ils n'ont perdu personne. Hein. Eux, ils n'ont perdu personne. Nous avons perdu un député. Nous avons perdu un ancien ministre, d'accord, qui nous laisse le deuil, et même les autres qui nous laissent faire notre deuil tranquillement, mais surtout qui nous laissent, nous, exiger la lumière sur cette question. Il y a une affaire que je ne veux pas lier les deux, mais je vais quand même évoquer le cas de Naël, le jeune qui a été tué en France. C'était bien avant Cherubin Okende. Aujourd'hui, vous voyez que même en France, les enquêtes se poursuivent. Même le policier qui a tiré, il a été mis de côté simplement, et les enquêtes se poursuivent. Il a été mis en détention. Oui, appréhendé, parce que lui, on le connaît, le connaît, mais le fossoyeur de Cherubin Okende, on ne le connaît pas. On ne l'a pas appréhendé, mais vous savez par exemple que votre collègue, je ne sais pas moi comment, votre confrère Peter Tchani a été convoqué par la police aujourd'hui pour qu'on l'écoute. Parce qu'il était le premier à relayer l'information selon laquelle M. Cherubin Okende a été enlevé dans le locaux ou, disons, dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est suivant justement la version des faits présentée par les communicants, par les communicants tel qu'a relevé tout à l'heure Faustin Chimanga, par les communicants de l'UDPS. C'est pas tout à fait vrai. Ce sont les premières personnes à avoir donné ces faits de la sorte. Ce sont les premières personnes à avoir épinglé ça, pour deux raisons simplement. La première raison, c'est que lorsque déjà on n'est pas certain, voilà, on n'est même pas sûr, il n'y a aucune preuve au jour d'aujourd'hui que Cherubin Okende était bel et bien dans la cour dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un fait. Pourquoi Cherubin Okende, député national de son État, ancien ministre, pourquoi il se déplacerait avec sa voiture jusqu'à la Cour constitutionnelle s'il n'a pas les intentions de se présenter lui-même pour déposer la correspondance? Il pouvait bien envoyer son collaborateur avec un taxi, avec un chauffeur. Je suppose qu'il n'avait pas qu'une seule voiture. Il a une voiture dont les vitres sont teintées, c'est normal. Il peut se retrouver là et rester camouflé. Mais moi, j'ai envie de comprendre. L'intention, c'était laquelle en allant jusqu'à la Cour constitutionnelle s'il n'avait pas l'intention d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'à se présenter lui-même? Pourquoi il faut qu'il amène son collaborateur en voiture, mais qu'il reste au parking? Et au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, vous savez, vous avez parlé de l'interpellation brutale de Salomon Kalonda, de Mike Mukebai et même de Franck Diongo récemment. Vous savez qu'il y a des images pour tout ce cas. Et au jour d'aujourd'hui, 5 jours plus tard, aucun Congolais, aucun Quinois n'a filmé. Ça veut dire, encore une fois, qu'il voulait ne pas être vu par les autres. Non, c'est pas ce que ça veut dire pour moi. Ça veut simplement dire que s'il y a un commando
comme on nous a fait croire qu'il y avait un commando, s'il y a un commando qui fait éruption dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, au moins un curieux aurait filmé. On aurait au moins une image, ne serait-ce qu'une photo. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui au Congo. On a les images. L'enceinte de la Cour constitutionnelle, c'est pas comme l'aéroport de Ndjili, par exemple. Mais justement, l'aéroport de Ndjili est militarisé. C'est pas comme Villery où on a pris et Fongdioumo, il y a beaucoup de curieux. Non, mais l'aéroport de Ndjili est même militarisé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens même qui voyagent. On a vu les gens qui ont filmé étaient dans des véhicules taxis qui ramènent les gens. Ça pouvait être pareil. Ça pouvait être pareil pour le cas de M. Okende. Il pouvait y avoir une image. Donc, ce que je voulais dire, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la preuve que M. Chérubin Okende était bel et bien dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Et son collaborateur a fait un témoignage, lui qui savait que son VIP, comme on dit, son chef avait disparu, il a fait un témoignage qu'il pouvait réserver la primeur aux enquêteurs ou à la justice. Il a fait ce témoignage dans un média, c'est sa liberté. Maintenant, aujourd'hui, on est en droit. Parce qu'il ne s'agissait que d'un enlèvement. D'un enlèvement, oui. Mais après, maintenant, on essaie de comprendre à quel moment la correspondance a été déposée. Parce que s'il dit que la correspondance, l'accusé de réception est arrivé à 16h10 ou 16h02, et qu'on ait déjà alerté 30 minutes avant que Chérubin Okende a été enlevé, la justice veut comprendre. On ne va pas arrêter votre confrère, tranquillisez-vous. On veut simplement comprendre parce que c'est une enquête, il y a mort d'homme. Et donc, il faut que ça chemine. Donc, pour le cas de Nayel, il y a une enquête qui continue, on est dans le calme le plus total. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de caméras de surveillance tout autour de la Cour constitutionnelle, par exemple? Il n'y en a pas. Par exemple, c'est une question qu'on... On devrait commencer par là. On devrait commencer par là. Là où la voiture a été retrouvée aussi, je suppose que c'est aux alentours de la Cohydro, je ne sais pas moi, à Sonaïdroc, il pouvait y avoir des caméras de surveillance. Toutes ces questions doivent être posées justement. Mais regardez, nous sommes dans un flou artistique qui n'est entretenu aujourd'hui par personne de mon point de vue. Parce que le flou relève au fait de la circonstance de la mort de Chérubin Okende. Moi, je suis en contact avec certains proches de Chérubin Okende, des personnes que je ne veux pas citer. On a comme l'impression que les enquêteurs congolais suivent un peu, je dirais... Le bruit des réseaux sociaux, vous voulez dire ? Le bruit des réseaux sociaux, voilà. Bon, c'est toujours possible. Hein. Dans ce genre de cas, toute piste est bonne à prendre. Hein. Mais même si quand c'est à l'avantage du pouvoir, ça c'est bon pour eux. Je ne sais pas si c'est vraiment l'avantage du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Parce qu'on commence par les journalistes, pourtant. Oui, mais parce que ce sont eux qui ont relayé le fait. On veut comprendre à quel moment, on veut voir son téléphone. À quel moment vous avez passé cet appel avec ses collaborateurs. Il vous a appelé pour la première fois à quelle heure? Parce que lui, il a déposé la correspondance à 16h. Lui qui est un garde du corps. Il est où le garde du corps d'abord, c'est ça? Il est interpellé. Je crois qu'il est entre les mains de la justice aussi. Hein, il est interpellé parce que, bien évidemment, les enquêtes doivent continuer. Pour une autre chose, c'est que lui, c'est un garde du corps, il est armé. Et on sait très bien que lorsque vous allez dans un bâtiment public, vous êtes garde du corps, votre arme est légale. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est armé. Ce qu'il fait, c'est qu'il doit consigner son arme au corps de garde. Lui, il aurait laissé son arme dans la voiture de Chérubin Okende. Ça pose problème. Hein. Ces gars-là, c'est un garde du corps, c'est-à-dire qu'il est de la sécurité. Il connaît les consignes. Ça pose véritablement de problème. On sait très bien, Monsieur Gaëtan, vous fréquentez des salons UP. Vous savez très bien que le garde du corps, il ne laisse que très peu d'espace à l'air VIP. C'est-à-dire qu'il ne le lâche que dans des cas d'extrême urgence. Pourquoi ce monsieur aurait lâché... Il peut descendre de la voiture, faire une course, notamment aller imprimer quelque chose. Et oui, mais ça serait une faute. Ça serait une faute. Mais moi, je me dis que les enquêtes doivent continuer. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je pense que, même si vous avez raison de dire que ça traîne, parce qu'on peut comprendre notre envie de justice. Moi, je suis parmi les premiers qui ont envie de comprendre. Je le disais dans une publication, Chérubin Okende m'inspirait beaucoup par son intelligence et aussi par le côté modéré. Cette personne-là, c'est une valeur sûre de la politique congolaise. On n'en a pas beaucoup de gens qui peuvent, dans des situations extrêmes comme celle-ci, appeler au calme. Vous voyez bien que la politique congolaise manque des intelligences comme Chérubin Okende. Si vous voulez que je finisse avec une petite incise, une toute petite incise. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour parler des individus, mais je vois très bien que le cas de Chérubin Okende nous amène très souvent sur le cas de Matata Mponyo qui a été convoqué par la justice. La justice est en train de faire son travail. Vous nous parlez d'un état de droit que Tshisekedi aurait échoué d'installer. Est-ce que vous pensez que c'est un raccordement qui doit avoir lieu? C'est un raccordement frauduleux. C'est un raccordement qui ne devrait pas du tout avoir lieu. Les deux choses ne sont pas du tout liées. Il faut vraiment éviter, parce que Chérubin Okende a été convoqué à la Cour constitutionnelle. Il a été invité officiellement, ça il faut le mentionner. L'invitation a été publique pour compléter sa déclaration sur le patrimoine. Pourquoi c'est seulement Chérubin Okende qu'on a invité pour qu'il vienne faire sa déclaration de patrimoine après qu'il est sorti du gouvernement? Pourquoi c'est seulement lui? La Cour a dit qu'on avait convié également les autres, mais l'un d'eux a dit n'avoir jamais reçu l'invitation de la Cour. Peut-être parce qu'il n'est jamais allé chercher l'invitation de la Cour. Peut-être parce que la correspondance n'est jamais arrivée. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Est-il que tout membre du gouvernement
Et ça, ça doit être connu. Matata Ponyo, qui a été chef du gouvernement, il doit le dire forcément aux membres de son parti, parce qu'il s'agit là de la bonne gouvernance. Tout membre du gouvernement qui rentre, il fait la déclaration du patrimoine. Et lorsque vous sortez, vous faites la déclaration du patrimoine. Et s'il y a des éléments qui manquent, on vous convoque pour que vous complétez les éléments. C'est simplement de ça qu'il s'agit. On va terminer, je vais commencer par vous, mais on pourra terminer rapidement aussi par vous, parce que le temps déjà est presque à la fin. Quels sont les premiers signes, les premiers actes que le gouvernement devrait poser, qui normalement devrait aussi amener à une certaine décrispation dans cette affaire? Mais vous savez, le premier acte, ça devrait de ne pas chercher à travailler l'opinion publique, mais chercher réellement la vérité. Vous comprenez là, et par la communication de mon co-débatteur, qui a visiblement, est visiblement proche de l'Union du Sacré, vous comprendrez qu'il y a souci de gérer l'opinion publique, il y a souci de pouvoir passer à autre chose tout de suite, après ces drames, que chercher réellement la vérité autour de l'assassinat. On parle de l'assassinat. Et si le gouvernement veut passer tout de suite aux activités de la francophonie, c'est parce qu'il y aura la lumière fixée sur la francophonie, on pourra oublier l'effet assassinat de Cherubin Okende. On travaille là l'opinion publique. Et quand on convoque les journalistes, par exemple, aussi, mais quand on convoque les journalistes, ça décrispe mais en fait, c'est quand même curieux de voir que si on veut prendre les choses au sérieux, on s'attaque à la personne qui a relayé l'information, qu'aux vraies personnes qui pourront... Moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse appeler les personnes qui étaient à la Cour constitutionnelle ces jours-là. Les personnes qui ont envoyé l'invitation devraient aussi être interpellées. Oui. Vous comprenez? Ça allait être beaucoup plus sérieux. Si on attaque un journaliste qui est proche de Moïse Katumbi, que tout le monde sait qu'il est proche de Moïse Katumbi, tout le monde sait qu'il est proche de l'information qui est liée à Moïse Katumbi, vous comprenez là que c'est la même logique de chercher à étouffer une certaine opinion qui s'exprime pour démontrer que c'est un crime qui n'est pas qui est très proche d'être rattaché à un certain camp politique. Vous comprenez? Si on veut décrisper la classe ou les climats politiques, on devrait organiser les bonnes élections. On devrait accéder à la demande de l'opposition, c'est-à-dire demander l'audit externe. Et l'audit, on se rappelle, l'OIF a audité les fichiers qui a permis les élections de 2018. Pourquoi pas faire appel à l'OIF pour qu'il puisse à la fois auditer. Et si on veut décrisper, il faut arrêter de s'acharner sur les acteurs politiques. Merci beaucoup. Faustin Chimanga, on me signale qu'on n'a plus de temps. Faustin Chimanga, communicateur du LGD. Ben Bryant Mbouyi, analyste politique. Merci à vous deux pour ce débat élégant. J'espère qu'à la maison, vous avez tous apprécié cela. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Merci.